Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons vous présenter moi, Abdelmoula Skri, et mon collègue Oussama Al-Khayali, un tutoriel sur le système d'exploitation Linux, et précisément sur la distribution très connue nommée Ubuntu. Linux, un mot très connu de nos jours, difficile de ne jamais y entendre parler, au moins par un ami qui se vante de l'avoir utilisé, ou forcément dans les forums et les discussions sur Internet. Si ce n'est pas le cas, ne craignez rien, nous allons le découvrir ensemble tout au long de ce tutoriel. D'abord, le système d'exploitation Linux. Avant de parler de Linux, on doit commencer par le terme système d'exploitation. C'est quoi un système d'exploitation? Le système d'exploitation est chargé d'assurer la liaison entre les ressources matérielles, l'utilisateur et les applications, comme les jeux vidéo, le traitement de texte, etc. Ainsi, lorsqu'un programme désire accéder à une ressource matérielle, il ne lui est pas nécessaire d'envoyer les informations à ce périphérique, il lui suffit d'envoyer les informations au système d'exploitation, qui se charge de les transmettre au périphérique concerné via son pilote, comme l'illustre l'image devant nous. Il y a l'utilisateur qui utilise une application. Cette application veut envoyer des informations au matériel informatique et l'envoie via le système d'exploitation qui lui-même se sert de la pilote de ce matériel. Et c'est comme ça que enchaîne les échanges. Bien. Très bien. Maintenant qu'on sait ce qu'est un système d'exploitation, on peut dévoiler la vérité de Linux. Linux est aussi un système d'exploitation comme Windows ou macOS. Il est renommé pour sa sécurité et ses mises à jour fréquentes. Ainsi qu'il est gratuit, contrairement à Windows dont la licence coûte entre 200 et 300 €. Attention, être gratuit ne veut surtout pas dire qu'il est moins bon que Windows ou plutôt de mauvaise qualité. Si Linux est gratuit, comme quasiment tous ces logiciels, il y a bien des raisons. Pour comprendre, il fallait remonter en 1984. En 1984, l'informatique n'était pas trop développée. Le premier OS de Windows qui fait son apparition, c'est le fameux MS-DOS, comme l'illustre l'image suivante. Mais il n'était pas le seul système d'exploitation. Il y avait aussi Unix considéré comme le meilleur dans cette époque. Voici une image de son terminal. Il était beaucoup plus puissant que MS-DOS, mais aussi plus compliqué à utiliser. Dans la même période, le projet GNU est lancé par Richard Stallman. Richard Stallman était alors un chercheur en intelligence artificielle au MIT. Il voulait créer un nouveau système d'exploitation fonctionnant comme Unix. Bien. Parce qu'Unix était payant et devenu de plus en plus cher, Richard Stallman a eu l'idée d'en créer un qui, d'après lui, a été une alternative gratuite. GNU ne devait pas seulement être un système d'exploitation gratuit, il devait également être libre. Être libre veut dire respecter la liberté numéro 0, la liberté d'exécuter le programme pour tous les usages. Liberté 1, la liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à vos besoins. Pour ceci, l'accès au code source est une condition requise. Liberté 2. La liberté de redistribuer les copies donc et de votre voisin. Liberté 3. La liberté d'améliorer le programme et de publier vos améliorations pour en faire profiter toute la communauté. Pour ce faire, l'accès au code est une condition requise. Un programme est un logiciel libre si les utilisateurs ont toutes ces libertés. Bien. Après le projet GNU, programme libre et Linux, noyau OS, ont fusionné. Du coup, en 1991, Linus Torvald, un étudiant à l'université de Helsinki en Finlande, entreprend de créer sur son temps libre son propre système d'exploitation. C'est le Linux dont je viens de parler, le noyau d'OS.
Ils ont fusionné pour créer GNU Linux. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Linux. Ça reste plus facile à prononcer. Voici une image du kernel, ça veut dire le noyau du système Linux créé par Torvalds. Et voici un code du kernel Linux. Bien, maintenant on va parler un peu des distributions Linux. Linux est un système d'exploitation très riche. Vous allez pouvoir le constater, on peut y trouver de nombreux logiciels différents. Il existe beaucoup de façons distinctes pour l'installer aussi. Pour simplifier la vie des utilisateurs et leur permettre de faire un choix, différentes distributions de Linux ont été créées. C'est un concept qui n'existe pas vraiment sous Windows. C'est un peu comme la différence entre Windows 7 familial et Windows 7 professionnel. Mais cela va plus loin que ça. Voici ce que peut différer d'une distribution à l'autre. Premièrement, l'installation. Elle peut être très simplifiée comme très compliquée. Deuxièmement, la gestion de l'installation des programmes. Si elle est bien faite et centralisée, elle peut rendre l'installation de nouveaux logiciels plus simple que sous Windows, comme nous le verrons plus loin dans la deuxième partie. Les programmes préinstallés sur l'ordinateur. Comme pour Windows, il est livré avec Internet Explorer et Windows Media Player. Bon, il y en a plusieurs distributions. Voici les logos de ces distributions. On peut citer Debian, Red Hat, SUSE, Slackware et Fedora. Ce sont les principaux. Ensuite, on peut dire que Linux supporte deux modes. Le premier, c'est le mode graphique. Il est basé sur le concept de gestionnaire de bureau qui n'existe pas sous Windows. Il s'agit donc de quelque chose de nouveau pour nous. Certes, sous Windows, on peut changer l'apparence, mais cela s'arrête là. Le bureau reste le même. Il y a toujours une barre de tâches avec le menu démarrer, toujours un poste de travail, etc. Sous Linux, en revanche, le fonctionnement peut radicalement changer d'un gestionnaire de bureau à un autre. Il y a le deuxième mode, c'est le mode console. La console est un outil incontournable, indispensable pour les expérimentés du domaine. Alors, il y a beaucoup de principaux gestionnaires de bureau. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les gestionnaires qu'il existe, ils sont vraiment nombreux, mais on peut citer 4 d'entre eux. Il y a la première Unity, deuxième GNOME, troisième KDE et le dernier XFCE. Unity, GNOME et KDE sont de gros gestionnaires de bureau, très riches en fonctionnalités. XFCE, le quatrième, est une alternative plus légère qui peut fonctionner sous les PC plus anciens. Il est moins gourmand en ressources. Alors, pour terminer la partie théorique, il faut savoir les avantages de Linux. Sachez quand même qu'il est possible de faire tourner des programmes Windows depuis Linux à l'aide d'un programme appelé Wine, qu'on verra après. Toutefois, même si cela fonctionne bien, la plupart du temps, il est davantage préférable d'utiliser des programmes faits pour Linux une fois que vous aurez ce système d'exploitation car il tourne plus rapidement. Il ne faut pas beaucoup de temps pour s'adapter à Linux, 2 ou 3 jours suffisent, voire même une soirée si vous êtes curieux. Les programmes sous Linux ont d'énormes avantages. Ils sont gratuits. Vous verrez que sous Linux, presque tous les programmes sont gratuits. Les logiciels sont souvent mis à jour et c'est toujours gratuitement. Vous verrez donc fréquemment vos logiciels préférés évoluer et n'aurez pas à payer 300 € pour vous mettre à jour. Certains de ces logiciels sont meilleurs que ceux que l'on trouve sous Windows. D'ailleurs, certains n'existent même pas sous Windows. Vous découvrirez de nouvelles fonctionnalités et finirez par gagner du temps tout en utilisant plus efficacement votre ordinateur. Bien, alors, on va finir avec cette partie théorique et on va passer aux pratiques. Bien, dans cette partie,
pratique. On va installer Linux sur notre machine. Il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de l'installer. D'abord, on va s'attaquer à une des plus simples. Installer sur une clé USB. Comment ça se fait? D'abord, il faut insérer votre clé USB. Comme je viens de le faire. Ordinateur. Le périphérique est prêt à être utilisé. Je vais le formater. D'accord, maintenant il est formaté. Alors on a besoin de ce logiciel là, il s'appelle Linux Live USB Creator. Voici le site, son site pour le télécharger. Et le voilà, je vais le mettre dans la description. Le télécharger et l'installer. C'est tout à fait simple. Moi je l'ai déjà sur mon ordinateur. C'est un logiciel libre. Je vais me contenter de la version 2.8. Alors, comment ça marche ce logiciel? D'abord, vous devez choisir votre USB que vous avez inséré. Donc, je vais prendre My Linux Live. Et la voilà. Je vais prendre l'ISO que je vais installer. Et l'ISO d'où on l'installe. Voici le site officiel. https://ubuntu-fr.org/téléchargement. D'ici, vous pouvez télécharger l'ISO. Ça va prendre beaucoup de temps. Moi, je l'ai déjà préparé. Alors, je vais annuler le téléchargement. Le voilà. J'en ai deux. Le premier avec le gestionnaire de bureau Unity. Le deuxième avec un autre gestionnaire de bureau. Bon, on va se contenter du premier. Alors, je vais l'insérer. Ubuntu, ouvrir. Maintenant, on va prendre la moitié et formater la clé, même si je l'ai déjà formaté, et cliquer sur l'éclair pour lancer l'installation. Ça va prendre un peu de temps, alors je vais couper la vidéo. Bien, l'installation vient de finir. Bon, en ce qui concerne l'étape 3, la persistance, il faut savoir qu'une clé USB possède de la mémoire dans laquelle il est facile d'écrire. Donc, on peut définir une zone mémoire qui enregistrera sur la clé les modifications que nous souhaitons conserver, de quoi faire un système personnalisé sur clé USB. On appelle cette technique persistance de données. Donc, c'est confère un espace dynamique où on peut enregistrer les modifications. On a fini avec cette étape. Donc, voici My Linux Live, c'est le nom de la clé. Il est bien rempli. Donc, je vais expliquer l'utilisation de cette technique. Premièrement, on peut mettre n'importe quel support, mais la seule condition est que l'espace de stockage soit supérieur à la taille du fichier .iso. Dans cet exemple, la taille est 1.47 gigaoctets et notre clé a la taille de 3,77 gigaoctets. Donc, elle est suffisamment grande pour contenir le fichier ISO. Alors, comment utiliser cette clé USB maintenant? Alors, comme vous voyez dans l'image ci-dessous, on constate que Windows se lance. C'est la première chose quand on essaie d'allumer son ordinateur. Mais si vous regardez bien attentivement, il y a un écran qui s'affiche avant. Cet écran, il s'appelle l'écran de boot. Voilà des exemples. Il dépend de chaque machine à son écran de boot.
spécialisé, alors c'est pas nécessaire de prendre des images du mien. Au niveau de cet écran de boot, on peut démarrer notre Linux qui se trouve dans notre clé USB. Comment ça? D'abord, il y a deux façons de s'y prendre. Soit on redémarre notre ordinateur avec la clé USB branchée, on peut l'installer, une installation normale. Alors, on va perdre notre premier système d'exploitation, Windows, n'importe lequel, dans notre ordinateur. La deuxième façon, c'est de partir à travers l'écran de boot. Vous pouvez utiliser le système d'exploitation qui est inséré dans votre clé USB. Il faut savoir que les modifications ne sont pas permises, alors ce qui veut dire plus de sécurité, votre machine ne sera pas touchée en cas d'infiltration de virus. Alors c'est tout à propos de ce logiciel libre Linux Live USB Creator, c'est ça son utilisation. Il y a une deuxième méthode, c'est la virtualisation. C'est à l'aide de ce fichier VirtualBox.exe qu'on peut trouver dans le site d'Oracle. Et voilà, tu prends celui qui convient à ton ordinateur et tu le télécharges. Il est déjà installé. Il y a juste une simple démarche à suivre. Voilà donc, le voici. Je vais agrandir l'image. Il faut créer une nouvelle machine virtuelle. Il faut lui donner le nom. Par exemple, Linux Test. Et lui, il détecte automatiquement le type et la version que vous voulez. On fait un suivant. D'abord, on doit choisir la taille de la mémoire qu'on va lui donner. Alors, il est recommandé 1024 mégaoctets pour ma machine. Et pour vous, il y aura une recommandation. Moi, je vais prendre un peu plus. Suivant. Alors, on va créer un disque dur virtuel. La taille recommandée est de 8 gigaoctets. Ok, image disque VirtualBox. Suivant. Dynamiquement alloué. Suivant. Dynamiquement alloué pour éviter les pertes. Ils vont allouer juste la taille que tu vas consommer. Alors, 8 Go créé. Voici, il est créé, mais il est vide. Notre machine virtuelle, elle est créée, mais elle est vide. Il faut lui associer le fichier .iso. Donc, par stockage, contrôleur vidéo. Voilà, il est déjà là. On peut choisir et la retrouver. Ouvrir. Ok. On la démarre.
peut soit l'installer, soit l'essayer. Prendre le français et juste l'essayer. On peut lancer le programme d'installation toujours à travers ce fichier-là. Bon, j'espère que ça vous a plu. Alors, on pouvait continuer la deuxième partie avec notre collègue Oussama Khayali. Je vous laisse. À plus tard. Bonjour tout le monde, je suis Oussama Khayali et je vais vous accompagner dans cette deuxième partie dont on va parler de comment installer le programme sur le système d'exploitation Ubuntu. Alors on commence. Sur Windows, qu'est-ce qu'on fait pour télécharger un programme? En général, une petite recherche sur un moteur de recherche, un tour sur les sites de téléchargement comme télécharger.com, clubic.com et vous trouvez votre bonheur. Vous récupérez un programme d'installation, vous faites suivant, terminer, et c'est installé. Parfois, il faut répondre à des questions un peu techniques comme dans quel répertoire voulez-vous installer ce programme, etc. Sous Windows, vous connaissez ce que l'on appelle des programmes d'installation. En général, il s'agit de fichiers .exe à lancer qui s'exécutent et extrait les fichiers du programme dans un dossier programme file. Les développeurs qui écrivent les programmes pour Linux ne créent presque jamais de gestionnaire d'installation comme on a sous Windows. Pourquoi? Le concept de programme d'installation n'existe-t-il pas sous Linux? En fait, ce concept existe, mais on l'évite. Pourquoi? La raison est qu'il existe une grande diversité de distributions Linux et d'architecture d'ordinateurs, selon le type de processeur par exemple. Cette diversité est une des grandes forces de Linux, mais il est du coup presque impossible de proposer un programme d'installation qui convient à tout le monde et qui pourra s'installer sur toutes les machines. Il faudrait créer autant de programmes d'installation qu'il existe de types de machines différents. C'est pour ça qu'il n'existe pas de programme d'installation, mais il existe ce qu'on appelle des paquets. Par exemple, en Red Hat, on a ce qu'on appelle les paquets RPM et sous Debian, on a ce qu'on appelle les paquets .deb. Sous Ubuntu, on n'a pas de programme d'installation, on a ce qu'on appelle des paquets. Puisque Ubuntu est une sous-distribution de Debian, alors le nom des paquets se termine par .deb. Un paquet est une sorte de dossier zip qui contient tous les fichiers du programme. Il se présente sous la forme d'un fichier .deb, en référence à Debian. Il contient toutes les instructions nécessaires pour installer le programme. Par exemple, on a ici les paquets de VirtualBox. Mais alors, un paquet .deb, c'est un peu comme un programme d'installation .exe sous Windows. Non, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il existe deux différences majeures. La première, il y a une gestion de dépendance du programme. Deuxièmement, on n'a pas besoin de faire une recherche sur un moteur de recherche pour trouver un .deb. Tous les .deb sont rassemblés au même endroit sur un même serveur appelé dépôt, en anglais repository. Les dépendances. Un cauchemar? Il est très rare qu'un programme puisse fonctionner seul sous Linux. Très souvent, il utilise d'autres programmes ou d'autres bouts de programmes appelés bibliothèques.
On dit que les programmes dépendent d'autres programmes pour fonctionner. Ils ont des dépendances. Par exemple, moi, je veux installer le programme d'édition d'images GIMP. Alors, je dois déjà avoir installé les bibliothèques de lecture des images. Voilà. La notion du dépôt. L'endroit où tous les paquets se trouvent est appelé dépôt, repository en anglais. Comme je viens de dire, tous les paquets sont regroupés au sein d'un même endroit appelé dépôt. Il s'agit d'un serveur qui propose tous les paquets qui existent, ou presque, ce qui simplifie grandement vos recherches. Sous Windows, les programmes sont éparpillés aux quatre coins du net. Sous Linux, on a décidé de ne pas faire la même erreur. On a choisi de mettre tout le monde d'accord et de placer tous les programmes, bien très précisément, paquets au même endroit. Si vous êtes très attentif, vous allez me poser une question. Si tout le monde va chercher ces paquets sur un même dépôt, ça ne risque pas d'engorger le pauvre serveur qui les distribue? En réalité, vrai. C'est pourquoi je vais vous expliquer exactement ce qui se passe. Voilà l'image suivante. Vous voyez, il existe en fait un grand nombre de dépôts. La plupart proposent exactement les mêmes paquets. Les dépôts sont donc des copies les uns des autres. Certains dépôts spéciaux proposent toutefois des programmes que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Mais il est rare que l'on ait besoin de se servir dans ces dépôts. Je vais vous donner un exemple. Moi, ou bien vous comme utilisateur, vous voulez installer le programme GIMP. Alors, vous êtes obligé de télécharger ces paquets. Vous avez 4 dépôts. Alors, chacun de ces dépôts contient les paquets de GIMP. Alors, vous avez le choix. Vous pouvez choisir n'importe serveur que vous voulez. Par exemple, moi, je veux sécurité.ubuntu.com. Alors voilà, je peux télécharger les paquets de GIMP très facilement. Voilà ce qui se passe vraiment. Maintenant, je vais vous présenter pratiquement et vous montrer les exemples comment gérer ces dépôts. Alors, soyez attentifs. Donc, bonjour tout le monde, nous sommes sur le système d'exploitation Ubuntu et je vais vous montrer comment gérer vos dépôts. Donc, premièrement, on va lancer le terminal CTRL-Alt. Voilà. Donc, vous devez savoir qu'il existe un fichier qui s'appelle source.list. Ce fichier contient des informations sur les dépôts utilisés par votre système. C'est-à-dire, pour faire des changements, il faut obligatoirement lire et écrire dans ce fichier. Donc, on doit disposer des droits de route. On peut passer route en tapant sudo su pour passer route définitivement. Mais moi, je conseille de passer route juste pour exécuter sa commande. Donc, on va utiliser sudo plus le nom de l'éditeur texte qu'on va utiliser. Moi, je conseille d'utiliser nano, puis le chemin vers le fichier source.list. Voilà. Il demande notre mot de passe. Voilà. Comme vous voyez, il existe des lignes en bleu. Ce sont des commentaires qui commencent par hashtag. Et on a des lignes colorées. Et ce sont les noms de dépôts et d'autres informations. Donc, comme vous voyez, les noms de dépôts commencent soit par deb, soit par deb-source. Les phrases qui commencent par deb sont des dépôts dont on peut télécharger des programmes déjà compilés, c'est-à-dire des fichiers binaires. Mais quand on parle de deb-source, SRC exactement, ici, on peut télécharger les codes sources des applications et les compiler nous-mêmes. Donc, deb-source veut dire télécharger code source. Puis, ces lignes en vert sont les liens vers les dépôts. On a la version de notre distribution et puis on a les sections. Tous les mots qui suivent sont des sections. Main, restricted, etc. Donc, pour ajouter ou bien pour changer, il faut juste prendre le lien de nouveau dépôt et le remplacer les adresses HTTP qui existent ici, c'est-à-dire les lignes vertes, par le nouveau lien de dépôt. Comme ça, on peut faire des changements. Alors, la question que se pose, c'est comment je peux trouver des nouveaux dépôts. Donc, c'est très difficile de tous les lister. Alors, je vais vous laisser chercher. Tapez juste dépôt Ubuntu, vous allez trouver beaucoup d'exemples. Moi, je vais vous montrer comment utiliser l'outil graphique pour gérer vos dépôts. Donc, il faut aller sur
menu d'application, ici, si vous avez un système en anglais, vous allez taper Software and Update. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, on a, ce sont des sections, main, universe, restricted, multiverse, etc. Source code, c'est-à-dire, est-ce que vous voulez télécharger les codes sources ou non? Et voilà, ici, vous allez trouver le dépôt par défaut. Moi, je devais faire un changement, mais vous allez trouver les dépôts par défaut. Donc, il y a un serveur, c'est le serveur en Amérique. On a un serveur for United States. Nous, on va cliquer sur Other, c'est-à-dire autre. Voilà. Donc, comme vous voyez, il existe beaucoup de serveurs selon le nom des pays. Et même dans chaque pays, il existe beaucoup d'autres serveurs. Comme vous voyez ici, par exemple. Donc, moi, je vous conseille d'utiliser le meilleur serveur pour vous en cliquant sur Select Best Server. Alors, comme vous voyez ici, le système fait des tests, c'est-à-dire il envoie des requêtes et teste quelle est la plus vite réponse et la meilleure réponse pour vous pour choisir le meilleur serveur pour vous. Donc, comme vous voyez, le test est terminé et le système a choisi ce serveur. Donc, on va cliquer sur choisir ce serveur. Il demande notre mot de passe pour passer route. Voilà. Et entrer. Quand vous allez faire close, le système va vous informer qu'il faut mettre le cache à jour. Donc, on va cliquer sur remettre, c'est-à-dire roll with. Et voilà, quand vous allez terminer, la fenêtre va se fermer automatiquement. Maintenant, on va répondre sur la question comment installer les programmes sur le système d'exploitation Ubuntu. Donc, il existe en général beaucoup de moyens pour télécharger et installer le programme sur ce système d'exploitation, mais on doit suivre une méthode, c'est-à-dire de plus facile jusqu'au plus difficile. Alors, on va commencer par la Logitech Ubuntu. Donc, la Logitech Ubuntu est vraiment simple et agréable à utiliser. Il fait assez penser à l'App Store des iPhones. Les applications sont classées par catégorie et vous pouvez les télécharger d'un simple clic. Par exemple, si je veux télécharger GeoGebra, un seul clic, voilà, il me donne des informations sur le programme. Je clique sur Install. Il va me demander de taper mon mot de passe pour passer route. Voilà. Alors, si je n'arrive pas à trouver le programme que je cherche sur la Logitech Ubuntu, alors ici, je dois passer en mode console pour télécharger mon programme. Et quand on parle de mode console, il existe deux gestionnaires les plus célèbres. Le premier, c'est apt-get. Et le deuxième, c'est Aptitude. J'ai fait des recherches et je n'ai pas trouvé de grandes différences, sauf que Aptitude était utilisé beaucoup quand il s'agit de suppression de programmes, mais apt-get a connu des améliorations et elle aussi, il peut maintenant supprimer les programmes avec une grande efficacité. Alors, on va expliquer juste apt-get parce qu'il est le plus célèbre. Donc, il y a apt-get, update, mettre à jour le cache des paquets. Apt-get, upgrade pour mettre à jour tous les paquets. On a apt-get install pour installer un paquet. Et aussi on trouve apt-get remove pour supprimer, apt-get source pour télécharger les sources d'un programme, etc. Donc, la première chose à faire, si vous avez fait des changements dans le fichier source.list, c'est-à-dire dans les listes de package, vous devez exécuter la commande apt-get update, mais tant que root. Comme vous voyez ici, le nom de l'utilisateur est root. J'ai déjà passé root. Donc, il faut exécuter toutes les commandes apt-get tant que root. Alors, je vais taper entrée.
Donc, il faut exécuter cette commande si vous avez fait des changements ou bien si vous ne l'avez pas exécutée il y a longtemps. Alors, après avoir exécuté cette commande, maintenant, on va chercher le nom de programme. C'est-à-dire, moi, je connais le nom de programme, mais je ne connais pas le nom exact du paquet. Alors, je peux avoir recours à la commande apt-cache cherche et le nom de programme. Par exemple, moi, je veux télécharger un jeu d'échecs ou bien un jeu de foot, etc. Par exemple, un jeu d'échecs, c'est-à-dire chess en anglais. Voilà, il m'affiche tous les noms de paquets dont leur description contient le mot chess. Par exemple, moi, j'aimais ce jeu 3D chess. Alors, je n'ai que copié ou bien tapé le nom de paquet après la commande apt-get install. Puis le nom de paquet, c'est très très facile. Voilà, et entrée. Comme vous voyez, moi j'ai déjà installé ce programme, mais vous, il va vous demander si vous voulez que le système puisse utiliser un peu d'espace de votre disque dur. Après avoir tapé Y majuscule, il va continuer l'installation. Donc, si on cherche, on va trouver que le jeu a été installé avec succès. Voilà, 3D Chess. Voilà. Maintenant, il existe une autre commande très importante qui s'appelle update upgrade. Cette commande fait des mises à jour de tous les programmes qui existent sur le système. C'est-à-dire, il va vérifier dans les paquets s'il existe des nouvelles versions, s'il existe des mises à jour. Il va les télécharger et les installer sur votre système. Et je vous conseille beaucoup d'exécuter cette commande fréquemment pour assurer de bénéficier des nouvelles options de programme et assurer que vous êtes protégé des failles des programmes et de systèmes. Moi, voilà, comme vous voyez, il me demande si je permets au système d'utiliser un peu d'espace dans mon disque dur. Et voilà. Donc. Alors, la plupart des programmes dont vous aurez besoin sous Ubuntu sont référencés dans des dépôts et accessibles via une simple commande apt-get. Toutefois, certains programmes récents ou encore en développement ne sont pas disponibles via apt-get. C'est le cas des programmes en cours de développement ou de ceux qui ne sont pas encore assez connus pour être intégrés au dépôt officiel d'Ubuntu. Alors, si vous ne trouvez pas le programme ou bien le paquet que vous cherchez dans le gestionnaire de paquets apt-get, alors vous pouvez chercher dans le site officiel du programme. Par exemple, si on veut télécharger Google Chrome, on peut aller sur le site officiel de Google Chrome, cliquer sur télécharger Chrome, choisir .d parce qu'on est sous Debian Ubuntu, accepter et installer. Et il va se télécharger automatiquement. Après, vous aurez un paquet comme ça. Voilà. Donc, ouvrez vos terminals. On va utiliser un nouveau gestionnaire de paquets qui s'appelle DPKG pour Debian Package. C'est l'outil de niveau moyen gérant les paquets des distributions basées sur Debian. Donc, on doit changer le répertoire courant vers download, c'est-à-dire téléchargement. Comme vous voyez ici, on va installer ce paquet. Donc, on va taper dpkg comme paramètre on a i pour install, puis
le nom de paquet. Mais on doit ajouter une chose. Cette commande aussi demande les droits de route. Il demande un mot de passe. Voilà. Voilà. Comme vous voyez, il me dit Dependency Problems. D'ailleurs, je dois dire une chose. apt-get est un gestionnaire de paquets intelligent. Il installe le paquet avec ses dépendances. Mais quand on parle de DPKG, ça n'existe pas. C'est-à-dire quand il a essayé d'installer le paquet Google Chrome, il a trouvé qu'il manque des dépendances. Je dois les installer. Pour cela, je vais utiliser la commande apt-get-f install pour installer les dépendances. Voilà. Il me dit que je dois être root. Voilà, comme vous voyez, il installe les dépendances de paquet Google Chrome. Voilà. Après la fin de l'installation des dépendances, on va réessayer d'installer le paquet Google Chrome. Voilà, l'opération est terminée et Google Chrome s'est bien installé. Pour tester, on va chercher et voilà Google Chrome installé sur votre système Ubuntu. Donc, si le programme que vous recherchez n'est pas dans les dépôts et vous ne parvenez pas non plus à trouver des points de prêt à l'emploi sur le web, vous allez devoir le compiler depuis ses sources. Par exemple, je vais vous montrer comment compiler un programme qui s'appelle HTOP. C'est un moniteur système qui affiche une liste dynamique sur les processus qui tournent. Voilà, nous sommes sur le site officiel. On va aller vers télécharger. Source, c'est-à-dire le code source de programme. Version stable. Latest version, c'est-à-dire la dernière version. Et on va choisir 2.1.0. On va choisir le fichier pointer.gzip et sa file est enregistré. Voilà, le code source de paquet a été téléchargé. Donc, on doit le décompresser. Donc, on va utiliser la commande. Voilà. tar-zxvf et le nom de fichier compressé. Puis entrer. Voilà. Comme vous voyez, un nouveau répertoire a été créé. On va ouvrir le répertoire. Comme vous voyez, il existe des fichiers .h, c'est-à-dire des headers et des fichiers .c. Vous pouvez ouvrir n'importe quel fichier ici et vous allez trouver des codes sources écrits. Voilà, comme vous voyez ici, ce sont des codes sources longa C. Ce qui nous intéresse, nous, c'est un script appelé configure. Voilà. Ce script, c'est ce qui nous intéresse. En exécutant ce script, il va vérifier si toutes les dépendances de ce programme existent. Comme vous le savez, on exécute les scripts comme ça. Donc, configure. Voilà, entrée. Maintenant, il vérifie les dépendances.
Comme vous voyez, il a trouvé qu'il y a une dépendance qui manque. Il nous dit, you may want to use disable Unicode or install libn cursesw. Donc, on doit installer ce programme ou bien ce paquet. Donc, pour l'installer, on doit faire une recherche. Donc, apt-cache cherche et puis le nom de package de cherche. On tape entrée. Voilà, comme vous voyez. Alors, on va essayer d'installer ces paquets. Alors, après avoir installé les 3 paquets indiqués dans la recherche, maintenant je vais réexécuter ce script pour vérifier une autre fois si toutes les dépendances existent ou bien une dépendance manque. Comme vous voyez, il me dit que toutes les dépendances existent. Donc, maintenant, je vais lancer la compilation avec la commande make. Donc maintenant, l'exécutable devrait avoir été créé. Il ne reste plus qu'à l'installer, c'est-à-dire le copier dans le bon répertoire en exécutant la commande sudo make install. Maintenant, le programme htop est bien installé sur votre système Ubuntu. Pour tester, on va l'ouvrir. Voilà. Comme vous voyez, le programme a été bien installé sur votre système Ubuntu.